La paix est-elle possible au Moyen-Orient? Eh bien, cette semaine, une nouvelle est tombée qui laisse penser que oui, et vous l'avez probablement lu comme une énième histoire de pétrole, mais en réalité, c'est bien plus important que ça. Ce n'est pas seulement une annonce financière. Un changement arrive au Moyen-Orient, et cela n'a vraiment rien à voir avec l'Iran. Ici, Mira Keshone de GNS TV. Allons-y sans plus attendre. Donc, le 1er mai 2026, les Émirats arabes unis se sont officiellement retirés de l'OPEP après 59 ans d'adhésion. C'est énorme. Pour comprendre pourquoi, il faut commencer par le début. L'OPEP est une organisation connue, mais peu de gens la comprennent vraiment. OPEP signifie Organisation des pays exportateurs de pétrole. Elle a été fondée en 1960 par 5 membres, l'Irak, l'Iran, le Koweït, l'Arabie saoudite et, fait remarquable, le Venezuela. Il est important de noter tout de suite que ce n'est pas seulement une organisation purement arabe, c'est une organisation pétrolière. Cette distinction fait une grande différence, mais nous y reviendrons bientôt. L'objectif officiel déclaré de l'OPEP est la coordination et l'unification des politiques pétrolières des pays membres et la recherche des meilleurs moyens de préserver leurs intérêts individuels et collectifs. En résumé, cela veut dire que nous décidons ensemble de la quantité de pétrole produite par chacun pour contrôler le prix mondial à notre avantage, c'est-à-dire pour les pays de l'OPEP. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, le pétrole est ce que les économistes appellent une matière première, un matériau qui est essentiellement le même partout où vous l'achetez, comme le blé ou l'or. Donc, son prix se détermine à l'échelle mondiale selon l'offre et la demande. Beaucoup de pétrole, les prix baissent, moins ils montent. Mais le pétrole n'est pas qu'une source d'énergie. C'est l'une des matières premières les plus essentielles de l'économie mondiale. Il sert à fabriquer plastique, engrais, produits pharmaceutiques et alimente les navires transportant des produits à travers l'océan. Il fait fonctionner les usines qui fabriquent tout ce que vous possédez. Et lorsque les prix du pétrole augmentent, le coût de production et d'expédition de pratiquement tout augmente aussi. La flambée des prix du pétrole est l'un des moyens les plus rapides de rendre tout plus cher et de ralentir la croissance économique sur l'ensemble de la planète en même temps. Donc, si vous êtes assis sur d'énormes réserves de cette ressource, le pétrole et le gaz, vous avez un pouvoir extraordinaire, mais seulement si vous vous coordonnez tous. Si chacun pompe simplement autant qu'il veut individuellement, le marché est inondé, les prix s'effondrent et tout le monde gagne moins d'argent. C'est la logique de l'OPEP. Si vous produisez ensemble, vous limitez ensemble, vous fixez les prix ensemble, vous gagnez ensemble plus d'argent. Les membres fondateurs contrôlaient environ la moitié de la production pétrolière mondiale, ce qui leur permettait, en réduisant la production, d'influencer fortement le prix mondial. Un pouvoir énorme sur toute l'économie mondiale. Et il est entre les mains d'un cartel, l'OPEP. Écoutez, ce cartel n'est pas particulièrement apprécié de tout le monde. Et au fil des années, il a essuyé de sérieux revers. Le premier choc est venu des États-Unis où, dans les années 2000, les compagnies énergétiques ont perfectionné la fracturation hydraulique qui fissure les roches souterraines pour libérer pétrole et gaz. Les États-Unis sont devenus l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde, dépassant l'Arabie saoudite et même la Russie grâce à cette révolution énergétique. En réponse, l'OPEP a décidé de s'élargir en 2016 pour devenir ce qu'on a appelé l'OPEP+, en intégrant des dizaines de pays supplémentaires et surtout la Russie, afin de coordonner ensemble les réductions de production. Désormais, la Russie et les pays arabes sont unis autour du pétrole contre l'hémisphère occidental. Le deuxième grand coup est survenu en 2019 lorsque le Qatar a décidé de quitter l'OPEP. Et puis, le troisième grand coup a été lorsque les États-Unis ont évincé le président vénézuélien Nicolás Maduro du pouvoir plus tôt cette année. Le Venezuela, l'un des 5 membres fondateurs de l'OPEP, possède les plus grandes réserves de pétrole au monde. Le Venezuela, désormais partiellement aligné avec Washington, constitue une menace croissante à long terme pour la coordination pétrolière entre l'Arabie saoudite et la Russie, qui domine le marché depuis 10 ans. Au moment où les Émirats arabes unis ont quitté la table cette semaine, l'OPEP était déjà une organisation assiégée sur 3 fronts simultanément. Le départ des Émirats arabes unis ne marque pas le début de la fin de l'OPEP. Cela pourrait bien en marquer la toute fin. Et ils ne sont pas les seuls à agir. Avec du recul, on constate que les États-Unis, déjà premiers producteurs mondiaux de pétrole, ont accru leur influence sur le Venezuela, ce qui rend la situation très significative sur le marché mondial. Désormais, l'un de ses alliés arabes les plus proches, les Émirats arabes unis, a aussi quitté l'OPEP pour adapter sa production aux intérêts économiques américains. Les Émirats arabes unis, les EAU. Ils se sont retirés de l'OPEP. Qu'en penses-tu?
Les États-Unis, les Émirats arabes unis et le Venezuela représentent ensemble une production et des réserves de pétrole qui commencent à éclipser tout ce que les membres restants de l'OPEP peuvent réunir. Nous n'allons pas prétendre qu'il existe aujourd'hui une ligne de partage nette entre la Russie et l'Arabie saoudite d'un côté et les Émirats arabes unis ainsi que l'Occident de l'autre, mais quelque chose de vraiment sérieux est en train de changer. Le marché reste volatile et profondément interconnecté. Mais pour la première fois depuis les années 1960, les tendances s'éloignent clairement de ce cartel qui contrôle les prix du pétrole et vont vers un ordre énergétique davantage aligné sur l'Occident. C'est un changement majeur, même s'il prendra des années à se réaliser totalement. Mais pour comprendre pourquoi c'est important, il faut aussi savoir que l'OPEP a toujours été décrite comme une organisation économique. La plupart des termes que nous avons utilisés jusqu'à présent étaient financiers. Mais dès le tout début, elle a en réalité été utilisée comme une arme politique. Et les deux exemples les plus importants de cela ont tous deux servi à saper les intérêts occidentaux par des pays qui ne sont absolument pas alignés avec ces intérêts, c'est-à-dire les pays arabes. En octobre 1973, l'Égypte et la Syrie ont attaqué Israël par surprise lors de la guerre du Yom Kippour, jour le plus sacré du calendrier juif, prenant Israël au dépourvu. Ce qui s'ensuivit fut l'une des guerres les plus intenses d'Israël. En 3 semaines, Israël traversa le canal de Suez, encercla l'armée égyptienne et inversa le cours du conflit. Si décisivement que les États-Unis et l'Union soviétique ont dû intervenir pour négocier un cessez-le-feu avant qu'Israël n'obtienne une victoire totale. Israël a gagné. Les armées arabes ont été vaincues. Mais les membres arabes de l'OPEP, l'Arabie saoudite, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Libye, l'Irak et l'Algérie ont décidé que leur réponse à la défaite serait une guerre économique contre l'Occident. Ils ont imposé un embargo pétrolier aux États-Unis, au Canada, au Japon, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, qui avaient soutenu Israël, et réduit la production de 5% par mois jusqu'à satisfaction de leurs revendications politiques. Le résultat fut désastreux. Les prix du pétrole ont presque quadruplé du jour au lendemain. Et aux États-Unis, les files d'attente pour l'essence faisaient le tour du pâté de maison. Les gens attendaient des heures pour faire le plein les jours pairs ou impairs selon le numéro de leur plaque d'immatriculation. L'inflation a explosé, la croissance s'est effondrée dans la stagflation, mêlant forte inflation et stagnation, et il a fallu des années aux économies occidentales pour s'en remettre. Les Arabes n'ont pas obtenu leur principale revendication politique, en partie parce que les pays de l'OPEP très peuplés ne pouvaient pas réduire leur production indéfiniment. Pourtant, les prix du pétrole sont restés élevés bien après la fin de l'embargo. L'époque de l'énergie bon marché et stable ayant soutenu le boom économique occidental d'après-guerre était révolue. Et cela, c'est parce que l'OPEP a décidé d'utiliser son pouvoir pétrolier à des fins politiques. Elle a utilisé le contrôle du pétrole comme une arme pour punir le monde parce qu'Israël a gagné une guerre. En quelque sorte, cela a toujours été le cas. En 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, et souvenez-vous, la Russie fait partie de l'OPEP+, l'Occident s'est empressé d'imposer des sanctions. L'OPEP a décidé, en réponse, de réduire la production, maintenant ainsi les prix élevés précisément au moment où l'Occident avait besoin qu'ils soient bas pour maintenir la pression économique sur Moscou et faire cesser la guerre. L'OPEP a servi de mécanisme pour saper un objectif de politique étrangère occidentale, tout comme elle l'avait fait en 1973. Les intérêts politiques et économiques du cartel ont toujours été liés et souvent en désaccord avec ceux du monde démocratique. Ce manque d'alignement explique en partie pourquoi les Émirats arabes unis partent après 59 ans, la relation étant devenue de plus en plus malaisée depuis longtemps. Pour comprendre cet inconfort, il faut d'abord savoir ce que sont vraiment les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis sont une fédération de 7 Émirats qui se sont unis pour former une seule nation en 1971 et l'adhésion à l'OPEP est venue automatiquement, car l'un des Émirats en faisait déjà partie. Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. Mais voici ce qui distingue vraiment les Émirats arabes unis de presque tous les autres membres de l'OPEP. Au cours des 3 dernières décennies, les Émirats arabes unis, et Dubaï en particulier, ont pris la décision stratégique de construire une économie qui ne dépend pas principalement du pétrole. Ils ont beaucoup investi dans le tourisme, la finance, le commerce, l'immobilier, la technologie et la logistique. Aujourd'hui, Dubaï est l'une des villes les plus visitées et abrite un des aéroports les plus fréquentés, un centre financier mondial, où vivent et travaillent des personnes de plus de 200 nationalités. Ils sont attirés par Dubaï pour sa fiscalité avantageuse, ses règles pro-entreprise et une qualité de vie parmi les meilleures au monde. Cela signifie que la santé économique des Émirats arabes unis
est bien plus étroitement lié à la croissance économique mondiale qu'au prix d'un simple baril de pétrole. Et cela crée un conflit d'intérêts fondamental avec l'Arabie saoudite, qui n'a pas une économie diversifiée et dépend des revenus pétroliers pour financer son gouvernement, ayant besoin de prix supérieurs à environ 80 dollars le baril pour équilibrer son budget national. Si vous avez bien observé, le départ des Émirats arabes unis de l'OPEP était prévisible depuis des années. Ils ont investi 150 milliards de dollars pour augmenter leur capacité de production pétrolière à 4,8 millions de barils par jour. Pourquoi feraient-ils cela si, avec le quota OPEP, ils ne peuvent produire que 3,2 millions de barils par jour? Un écart de 30% entre ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils sont autorisés à faire représente un manque à gagner énorme chaque jour. Et ils doivent le faire parce que le cartel de l'OPEP l'a décidé. La tension montait vraiment depuis des années et les Émirats arabes unis cherchaient une porte de sortie. Et puis la guerre avec l'Iran a commencé. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes coordonnées contre l'Iran lors de l'opération Fureur épique. Mais l'Iran n'a pas principalement riposté contre Israël et l'Amérique. La riposte la plus forte de l'Iran, à bien des égards, s'est dirigée contre les États arabes du Golfe, ces mêmes États qui avaient passé des années à essayer de construire des ponts diplomatiques avec l'Iran, en accueillant des négociations, en facilitant des discussions secrètes et même en signant des accords de normalisation avec eux. Les Émirats arabes unis avaient rouvert leur ambassade à Téhéran et conservé d'importants liens économiques avec l'Iran, à la fois par diplomatie et comme assurance dans une région dangereuse, ayant besoin de l'Iran pour leurs exportations de pétrole. L'Arabie saoudite avait également signé un rapprochement complet avec l'Iran, négocié par la Chine en 2023. Le Qatar avait accueilli des pourparlers nucléaires indirects entre l'Iran et les États-Unis, et l'Iran l'a quand même bombardé. Au début de la guerre, l'Iran a tiré une énorme quantité de missiles balistiques, presque 2 fois plus, d'accord, sur les États arabes du Golfe que sur Israël, le pays qu'il voyait comme son principal ennemi. La plus grande raffinerie de pétrole d'Arabie saoudite a brûlé. L'Iran avait tiré 537 missiles balistiques et plus de 2000 drones au 9 avril. C'est fou. Et cela uniquement contre les Émirats arabes unis. Ils ont tué 13 personnes et blessé plus de 200 civils de dizaines de nationalités dans un pays qui n'avait rien à voir avec les frappes contre l'Iran, à part le fait qu'il avait conclu un accord de paix avec Israël. Des immeubles résidentiels ont été touchés, des hôtels sur la Palme Jumeirah ont été frappés, et l'aéroport international de Dubaï a été visé à plusieurs reprises. L'installation du Qatar, qui est l'un des plus grands sites de production de gaz naturel liquéfié au monde, a été frappée. Et Qatar Energy a complètement arrêté la production de GNL par la suite. Et ensuite, l'Iran a effectivement fermé le détroit d'Ormuz, ce qui nous amène à l'un des éléments géographiques les plus importants de cette histoire. Vous avez probablement déjà entendu parler de ce détroit à ce stade, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il se situe entre l'Iran au nord et Oman au sud. À son point le plus étroit, il ne mesure que 21 miles de large. 20% de tout le pétrole et gaz consommé sur Terre, soit environ 21 millions de barils de pétrole par jour, transitent par ce détroit de l'Arabie saoudite, de l'Irak, du Qatar, des Émirats arabes unis vers les marchés d'Asie, d'Europe et au-delà. Quand l'Iran a limité la circulation dans le détroit, il ne l'a pas totalement fermé, mais ce n'était pas nécessaire. Il l'a tellement restreinte que les coûts d'assurance ont explosé. De nombreuses compagnies ont changé d'itinéraire et le flux de pétrole a fortement chuté, faisant grimper les prix. Ils ont dépassé 110 dollars le baril. Les prix de l'essence aux États-Unis ont commencé à dépasser 4 dollars le gallon. L'économie mondiale a commencé à vraiment souffrir. Les Émirats arabes unis ont une alternative. Ils ont construit un oléoduc à leur port de Fujairah, qui se trouve en dehors du détroit, sur le golfe d'Oman, mais cet oléoduc ne peut gérer qu'environ 1,7 million de barils par jour, alors qu'ils ambitionnent d'en produire 5 millions par jour. Ainsi, les Émirats arabes unis se sont retrouvés contraints des deux côtés simultanément. D'un côté, un cartel leur disait qu'ils ne pouvaient pas produire plus, et de l'autre, l'Iran étranglait leur route d'exportation. Des problèmes qu'ils avaient vus venir. Et c'est ainsi et à ce moment-là qu'ils ont pris leur décision. Le moment choisi pour quitter l'OPEP est plutôt astucieux. Le détroit est toujours restreint, la guerre est toujours techniquement en cours, les prix continuent de fluctuer et personne ne va pointer les Émirats arabes unis du doigt comme étant responsables. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que ce n'est pas une décision que l'on prend en fonction de la situation actuelle, car ce n'est pas une décision à court terme. En réalité, c'est une décision que l'on prend en pensant à ce à quoi ressemblera la situation dans 6 mois ou dans quelques années. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le départ des Émirats arabes unis de l'OPEP est un pari, mais ce n'est pas un pari sur un seul résultat. C'est le pari que le contrôle iranien du détroit d'Ormuz prendra fin. Les Émirats arabes unis ont étudié 2 scénarios probables pour atteindre ce résultat et sont bien placés dans les 2 cas.
Première possibilité, la mainmise de l'Iran sur le détroit s'effondre sous la pression militaire de cette guerre, par effondrement interne ou par transition de régime. Une fois la menace écartée, le transport maritime reprend, les coûts d'assurance se normalisent et le corridor d'Ormuz rouvre. Dans ce scénario, les Émirats arabes unis sont prêts à inonder le marché immédiatement, sans qu'aucun quota de l'OPEP ne les retienne, et ils peuvent vraiment aider l'économie à croître comme ils l'espéraient. La deuxième option est un accord négocié. Mais même dans ce cas, si la République islamique survit, le monde a commencé à s'en rendre compte. Chaque grand consommateur d'énergie sur Terre a tiré une leçon douloureuse. Avoir 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole, acheminer cet approvisionnement via un point d'étranglement contrôlé par une puissance hostile est vraiment stupide. L'Europe, l'Asie, les États-Unis, ils cherchent tous des alternatives et sont déjà en train de les mettre en place. Ils vont créer des sources d'approvisionnement qui ne dépendent tout simplement pas de la bonne volonté de l'Iran. Les Émirats arabes unis, avec leur terminal déjà opérationnel en dehors du détroit et leur capacité de production prête à être augmentée, cherchent ces alternatives. Et ils comprennent que c'est quelque chose qu'ils vont devoir faire et qu'ils pourront utiliser. Leur volonté de quitter l'OPEP vous montre qu'ils croient que le jour d'après arrive et qu'ils ont l'intention de définir à quoi cela ressemblera. C'est aussi et surtout une déclaration géopolitique et pas seulement une décision économique. Pour comprendre les déclarations des Émirats arabes unis, examinez les choix faits ces 6 dernières années, car chacun s'appuie sur le précédent et suit la même direction. En 2020, les Émirats arabes unis ont signé les accords d'Abraham avec Israël. Premier État du Golfe à agir, ils l'ont fait non sous pression américaine, mais par choix stratégique, estimant qu'une relation avec Israël servait leur intérêt national. Accès à la technologie israélienne, aux renseignements, aux systèmes de défense, et à un canal direct vers Washington inédit chez tout autre État arabe. Ils ont regardé Israël et ont vu un partenaire, pas un ennemi, et l'ont dit publiquement, même si cela les rendait peu appréciés par leurs voisins arabes. Quand l'Iran les a bombardés, les Émirats arabes unis ne se sont pas retirés, ne se sont pas excusés auprès de l'Iran et n'ont pas tenté de reconstruire la relation. Ils ont renforcé leur position. 3 mois après le début de la guerre, on sait qu'Israël a fourni des systèmes de défense aux Émirats arabes unis, qui se sont retirés d'une organisation qui compte l'Iran parmi ses membres fondateurs et utilisée en 1973 pour punir le monde après la victoire d'Israël. Une organisation dont le système de quotas limitait leur économie alors que l'Iran étranglait leur route d'exportation. L'Iran était censé être leur allié. Et si l'OPEP ne fonctionne plus sur la base de l'alliance et de la coopération pour les prix du pétrole, quel est l'intérêt d'en faire partie? Réalisation, accord d'Abraham, riposte à l'agression iranienne et retrait de l'OPEP. Ce ne sont pas des décisions différentes. C'est une seule décision, prise à plusieurs reprises, sous différentes formes, concernant la direction que les Émirats arabes unis choisissent d'adopter. Vers les États-Unis, vers Israël, vers la libéralisation économique, vers l'avenir, et en s'éloignant de la solidarité arabe, du bloc anti-israélien, de l'influence iranienne et de l'OPEP. Mais cette histoire n'est pas totalement dépourvue de complications. Il y a une dimension plus complexe que la vision optimiste ne reflète pas exactement. Le départ des Émirats arabes unis de l'OPEP marque une rupture non seulement avec l'influence de l'Iran, mais aussi avec l'Arabie saoudite. Et la relation entre ces deux pays, qui a été la pierre angulaire de la stabilité du Golfe pendant des décennies, est aujourd'hui réellement sous tension, avec des conséquences assez importantes et encore imprévisibles. Vous voyez, chaque baril de pétrole supplémentaire que les Émirats arabes unis produisent fait légèrement baisser le prix mondial, et un prix plus bas nuit directement à la capacité de l'Arabie saoudite à équilibrer son budget. En quittant l'OPEP et en produisant à pleine capacité, les Émirats arabes unis annoncent « Nous compliquerons votre situation budgétaire ». Et tout cela se passe alors que l'Arabie saoudite connaît déjà des difficultés financières et s'aligne de plus en plus sur la mentalité qatari, si vous voyez ce que je veux dire. La divergence stratégique ici est bien réelle. Les Émirats arabes unis mènent une politique étrangère de plus en plus indépendante avec les accords d'Abraham, le rapprochement avec Washington et l'OPEP, rompant avec la tradition de passer par les pays arabes, comme le faisait habituellement la politique du Golfe. On a évoqué cette fracture dans l'émission JNS-TV il y a quelques mois. Ce n'est pas encore une crise, mais cela prend de l'ampleur, et c'est un énorme éloignement des mouvements islamistes auxquels l'Arabie saoudite s'est lentement affiliée. Écoutez, ce n'est pas encore une crise à part entière, mais cela prend de l'ampleur. Et c'est simplement un autre énorme éloignement d'un pays arabe des mouvements islamistes auxquels l'Arabie saoudite elle-même s'est lentement affiliée. Depuis des décennies, l'Occident, surtout les administrations américaines, considérait le Moyen-Orient comme un bloc uni s'opposant principalement à Israël.
Tout pays arabe nouant des relations avec Israël subirait l'isolement politique et l'ostracisme régional. Selon cette hypothèse, la politique américaine exigeait des concessions israéliennes sur les territoires, les colonies et les négociations, en échange de ce qu'ils appelaient la faveur arabe, comme si elle était unique et venait d'une seule source. Les Émirats arabes unis ont montré que ce cadre est en partie erroné. Le monde arabe n'est pas monolithique. C'est un groupe d'États souverains aux économies, dirigeants, intérêts et visions d'avenir très différents. Et certains de ces États, ceux qui prospèrent réellement, attirent des investissements, construisent quelque chose, ont décidé que leur avenir ressemble davantage à un partenariat avec Israël et l'Amérique qu'à une solidarité avec la République islamique. Les accords d'Abraham en étaient une preuve, le comportement des Émirats arabes unis pendant la guerre avec l'Iran en était une autre, et la sortie de l'OPEP, la troisième. D'une certaine façon, c'est la plus structurelle car elle marque un réalignement fondamental des intérêts économiques et non simplement un accord diplomatique que de futurs gouvernements pourraient annuler. Il reste vraiment incertain que d'autres États arabes suivent cette voie. Les dynamiques régionales sont changeantes et chaque pays fait ses propres calculs. Les Émirats arabes unis prouvent qu'une voie existe et qu'elle marche. Ne faisons pas semblant. Les Émirats arabes unis et les valeurs occidentales américaines ne sont pas devenus les meilleurs amis. Ils cherchent à affaiblir l'Arabie saoudite, mais ce n'est pas le cas. Le retrait des Émirats arabes unis de l'OPEP montre simplement ce qu'implique une décision d'un État arabe. La prospérité économique plutôt que la solidarité idéologique, l'avenir plutôt que le passé, et des alliances fondées sur des intérêts communs plutôt que sur des griefs partagés. Nous sommes au cœur de l'un des moments les plus importants de l'histoire moderne du Moyen-Orient. La guerre avec l'Iran, le cessez-le-feu, les négociations nucléaires, le détroit d'Ormuz, tout cela se passe en même temps. Et on peut avoir l'impression que la région est en chute libre et que personne ne sait où cela va mener. Mais quand je regarde ce que les Émirats arabes unis ont fait cette semaine, un pays qui a été bombardé par l'Iran, qui a choisi Israël comme partenaire alors que ce n'était pas populaire, qui a bâti l'une des économies les plus dynamiques au monde à partir du désert et de l'ambition, et qui vient tout juste de quitter un cartel pétrolier vieux de 59 ans qui a littéralement été fondé en partie pour punir le droit d'Israël à exister. Je vois un pays qui sait exactement où il va, un pays qui a observé l'ancien ordre et décidé qu'il avait quelque chose de mieux à offrir et qui est maintenant prêt à mettre tout son poids économique au service de cette décision. Alors, où est-ce que je veux en venir? On me demande souvent si la paix est possible au Moyen-Orient, et je pense que la réponse honnête, c'est pas d'une manière utopique, pas tant qu'elle reste contrôlée par des fanatiques islamistes. Mais il existe une option pour des économies plus pacifiques, des pays qui s'unissent et rendent la guerre moins intéressante. Les Émirats arabes unis pourraient en être un exemple. Et je dis cela avec prudence, car si, au bout du compte, son idéologie est vraiment ancrée dans la croyance islamiste, alors tout cela n'est qu'une façade. Mais ils ont prouvé être bien plus proches de notre monde que de leurs voisins islamistes. Et la réponse qu'ils écrivent est celle où les États arabes prospèrent en construisant et non en militarisant, en s'associant à d'autres pays au lieu de boycotter, en affrontant l'avenir et non en essayant de vivre dans le passé. Cela mérite qu'on y prête attention et pourrait même nous donner de l'espoir. Si vous avez suivi l'actualité ces derniers mois, tout ce que vous avez vu concerne le Moyen-Orient, la guerre en Iran, les Émirats arabes unis, le Qatar, etc., etc. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi. La réponse est simple. La position stratégique du Moyen-Orient relie vraiment tous les autres enjeux géopolitiques à l'œuvre dans le monde. Et bien que ces gros titres parlent de pétrole et de finances, ils concernent aussi quelque chose de bien plus important. Le fait que le Moyen-Orient devienne un endroit pacifique n'est pas seulement une théorie utopique. C'est essentiel pour l'ensemble de l'économie mondiale. Et à mesure que nous avançons, nous réalisons de plus en plus qu'il s'agit de trouver les bons acteurs, de leur donner les bonnes incitations pour essayer de créer un monde beaucoup plus stable. Avec les organisations terroristes islamiques, c'est impossible, mais un changement semble possible avec des pays comme les Émirats arabes unis. C'est un indicateur de ce à quoi l'avenir pourrait ressembler. Quand Israël se positionne, non seulement comme l'État juif, mais plutôt comme une forteresse économique, un lieu de stabilité, un endroit où le commerce fonctionne et où l'économie peut prospérer. En fonction de ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est quelque chose qui a le potentiel de se répandre. Je ne suis pas optimiste sans raison. Et encore une fois, je ne suis pas obsédée par le fait que nous devrions faire confiance aux nations islamistes. À mon avis, ce n'est probablement pas la stratégie la plus intelligente. Il est important de noter que si les pays reçoivent certains types d'incitations et que nous pouvons y apporter des réponses, alors peut-être que quelque chose peut changer. Je suis Iraka et je vous retrouve la prochaine fois.